Créer un programme sur un ordinateur, c'est créer une application qui va traiter des données dans des domaines aussi divers que l'économie, la météo ou encore la médecine. Les données à traiter sont donc très différentes selon l'application à écrire. Ce peut être des valeurs numériques, textuelles ou encore des photos ou des vidéos. Nous allons voir dans cette partie comment mémoriser une donnée, c'est-à-dire une valeur, et comment la caractériser, dire si c'est un nombre ou un texte. Cette opération s'appelle le typage des données. Nous verrons également comment le typage des données influence le résultat du programme. Pour cela, nous allons utiliser la fonction math.random qui va nous permettre de calculer des valeurs au hasard. La fonction math.random est une fonction prédéfinie du langage Java. Elle permet de calculer des valeurs au hasard. La fonction math.random s'écrit math suivi de point suivi de random car elle est définie au sein d'une bibliothèque appelée math. Dans cette bibliothèque sont écrites toutes les fonctions mathématiques disponibles, par exemple math.sqrt qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre, ou encore math.cos pour le cosinus, math.x pour l'exponentielle. Pour utiliser une fonction mathématique, il suffit donc d'écrire le nom de la fonction suivi des parenthèses et précédé de math. La fonction math.random permet de calculer une valeur au hasard comprise entre 0 et 1. Les valeurs obtenues sont donc 0.1, 0.2 ou encore 0.9. Toutes les valeurs obtenues sont des valeurs numériques comprises entre 0 et 1 et ce sont des valeurs réelles, donc des valeurs avec virgule. Voyons maintenant comment utiliser la fonction math.random sous NetBeans. L'objectif est donc maintenant de réaliser une petite application qui va nous permettre de calculer une valeur aléatoire à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton. Donc là, comme vous voyez, à chaque clic sur un bouton, une nouvelle valeur est affichée, calculée aléatoirement. Si on examine plus attentivement cette application, on peut voir qu'il y a deux zones particulières, une zone de texte, au sein duquel s'affiche la valeur aléatoire, et un bouton qui va me permettre, donc à chaque fois que je vais cliquer dessus, d'afficher une nouvelle valeur. Voyons comment réaliser cette application sous NetBeans. Donc pour cela, je vais créer un nouveau projet de type Java Application. Je vais nommer ce projet aléatoire. Je vais demander de ne pas créer une classe main puisque je vais réaliser cette application par l'intermédiaire d'une interface graphique. Donc pour avoir une interface graphique, je vais ajouter au projet, en cliquant droit sur le nom du projet, New JFrameForm. Donc cette frame va correspondre au fond de ma fenêtre et je vais l'appeler, par exemple, aléatoire. Je vais la définir au sein d'un paquet que je vais appeler introduction. Voilà, donc on voit le projet aléatoire, le paquet introduction et le fichier aléatoire.java. Dans cette fenêtre, donc le panneau design s'ouvre automatiquement. Donc dans cette fenêtre, je vais placer mes composants à l'aide de la palette. Donc la palette contient tous les composants possibles proposés par Java. Donc la première chose, nous avons vu qu'il y avait une zone de texte dans laquelle je vais placer mes valeurs aléatoires et un bouton. Donc je clique et je glisse, puis je dépose les éléments que je souhaite voir dans mon interface. On peut modifier les composants en utilisant le panneau propriétés. Donc ici, par exemple, je veux changer la couleur de fond de ma fenêtre. Donc je vais aller dans la propriété background. Si je veux l'éclaircir, 200,200,200. Pour l'instant, mon fond n'a pas changé puisqu'en fait, un label est par défaut à son fond transparent. Donc je vais modifier l'opacité ici en sélectionnant opaque pour dire que le fond de mon label va maintenant être opaque et non plus transparent. Je peux modifier la taille de mon label. Et de la même façon, je vais modifier la valeur, le texte qui est écrit dans mon label. Je vais mettre 0. La première fois, on aura affiché 0. Ensuite,
je modifie le titre, le label qui se trouve dans mon bouton et je l'appelle OK. Cela fait, je vais aussi modifier dans la fenêtre, dans le panneau inspecteur, je vais modifier le nom des objets que je viens de placer dans la scène, de façon à ce que le nom soit plus parlant. Donc ici, je vais dire que c'est, par exemple, résultat BTN. Je valide cette modification en appuyant sur la touche Entrée. Et pour mon bouton, je vais l'appeler OK BTN. Bien, une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est le panneau design, je vais aller dans le panneau source qui va m'afficher le code correspondant à ce que je viens de fabriquer graphiquement. Nous voyons ici que 2 variables ont été créées, une s'appelant OKBTN de type JButton, effectivement c'est un bouton, et résultat BTN qui est de type JLabel. Bien, l'objectif c'est de, à chaque fois que je clique sur le bouton, de voir afficher une nouvelle valeur. Donc je vais retourner dans le panneau design et je vais sélectionner le bouton OK de façon à créer un événement. Donc je clique droit sur mon bouton, je crée un événement en sélectionnant l'item Event, puis Action, puis Action Performed. Lorsque j'ai défini l'action, le panneau source s'ouvre automatiquement en plaçant son curseur directement à l'endroit où je dois insérer de nouvelles instructions. Donc je vais ici utiliser la fonction math.random. Donc je vais définir une variable double, valeur, égale math.random. Donc je déclare une variable valeur de type double puisque math.random est une fonction qui me permet d'obtenir une valeur aléatoire de double précision. Si j'exécute, j'ai bien un panneau qui s'ouvre avec un bouton OK, mais j'ai toujours 0. Parce qu'effectivement, la valeur aléatoire est bien calculée, mais je n'ai pas dit de l'afficher dans le label résultat BTN. Donc je vais utiliser mon label résultat label et je vais dire de placer cette valeur, la valeur calculée, au sein du label résultat BTN. Donc j'utilise la méthode setText qui va me permettre de placer la valeur au sein du composant résultat BTN. Une erreur est indiquée, soulignée en rouge. Je survole et là, je vois que je ne peux pas mettre double à l'intérieur des parenthèses de la méthode setText. En effet, cette méthode demande d'avoir une chaîne de caractères à l'intérieur des parenthèses. Donc il va falloir que je transforme ma variable de type double en chaîne de caractères. Voilà qui est fait. Donc j'utilise la méthode toString qui est définie au sein de la bibliothèque double. J'utilise double puisque ma valeur est de type double. Exécutons. Voilà, je clique sur mon bouton et j'ai des valeurs qui s'affichent entre 0 et 1. Pour obtenir des valeurs entre 0 et 100, il suffit de multiplier par 100 la valeur obtenue par math.random. Les valeurs obtenues sont bien maintenant comprises entre 0 et 100. Ce que je voudrais maintenant, c'est n'avoir plus que la partie entière, ne plus afficher les valeurs qui se situent après la virgule. Donc pour cela, je vais modifier le type de ma valeur et je vais mettre int. Et je vais aussi modifier l'outil toString, puisque la valeur étant de type int, je vais avoir à transformer ma chaîne de caractères en utilisant la bibliothèque integer. Lorsque je modifie le type de ma valeur, que je remplace double par int,
apparaît une erreur. NetBeans m'indique qu'il y a une erreur en soulignant en rouge l'instruction. Et si je survole le point d'exclamation, il me précise le type de l'erreur. Et là, NetBeans me dit que je perds de la précision lorsque j'écris l'instruction de cette façon. Voyons pourquoi. Lorsque je souhaite transformer un réel en entier, je vais déclarer dans un premier temps une variable valeur réelle de type double et je lui affecte par exemple la valeur 50.12345. En réalisant cette instruction, lorsque Java va exécuter le programme, il va créer une zone mémoire suffisamment grande pour y stocker la valeur 50.12345. D'une manière générale, les cases mémoire de type double sont les mémoires les plus grandes puisqu'elles permettent de mémoriser des valeurs de double précision. En écrivant l'instruction int valeur entière égale valeur réelle, je vais créer une case de type int, plus petite puisqu'elle contient moins d'informations. Et par l'affectation, je vais essayer de faire rentrer une valeur de double précision, donc contenant beaucoup d'informations, dans une case beaucoup plus petite, ce qui n'est pas possible. Et donc, l'information va être tronquée, donc je vais perdre en précision. Et puisque je souhaite obtenir une valeur entière, je vais récupérer la partie entière de la valeur réelle. Ici, 50. Dans cette situation, le compilateur Java, ce n'est pas le cas de tous les compilateurs, a la gentillesse de nous indiquer que notre programme risque de perdre des informations et il nous demande de confirmer que c'est bien ce que nous souhaitons. Pour ce faire, nous allons modifier l'instruction et placer après le signe égal le terme entre parenthèses int qui explique que je souhaite bien transformer ma valeur réelle en entier pour la stocker dans la variable valeur entière. Cette opération, le fait de placer le terme int devant la variable valeur réelle, s'appelle le cast. Revenons maintenant sous NetBeans pour corriger notre instruction. Je place donc le terme int entre le égal et l'instruction math.random. Exécutons. La fenêtre apparaît. Si je clique sur OK, une valeur est calculée, mais la valeur affichée est 0. Voyons pourquoi. L'instruction, telle qu'elle est écrite, s'exécute dans un certain ordre. Lorsque j'écris l'instruction int valeur entière égale int entre parenthèses math.random.100, il s'agit ici d'une instruction d'affectation et l'ordre d'exécution, c'est dans un premier temps d'exécuter la partie qui se trouve à droite du signe égal, puis, une fois que la valeur est calculée, de placer cette valeur dans la variable valeur entière. L'instruction en vert, ici, s'exécute elle-même dans un certain ordre. Dans un premier temps, je vais calculer math.random pour obtenir une valeur calculée au hasard, et ensuite, je vais la caster, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de façon à obtenir un entier. Le fait de caster la valeur calculée au hasard fait que j'obtiens 0. Pourquoi ? Math.random calcule les valeurs comprises entre 0 et 1. En grande majorité, les valeurs obtenues sont 0.5, 0.952, 0. Quelque chose. Donc la grande majorité des valeurs obtenues par math.random commence par un 0. Très rarement, j'obtiendrai 1. Si je caste des valeurs comprises entre 0. quelque chose et 0. quelque chose, le résultat obtenu sera toujours 0. Ensuite, je multiplie 0 par 100, j'obtiendrai toujours un 0 au final. Si je souhaite modifier l'ordre d'exécution de cette instruction, je vais insérer des parenthèses qui vont indiquer au compilateur l'ordre dans lequel je vais exécuter l'instruction. Ici, je vais donc calculer d'abord ma valeur aléatoire, puis multiplier par 100, puisque c'est l'expression qui est entre parenthèses. Je vais obtenir par exemple une valeur 25.224 que je vais ensuite caster et donc obtenir une valeur entière égale à 25, donc différente de 0.
Revenons sous NetBeans de façon à modifier l'ordre d'exécution de mon instruction. Voilà, j'obtiens bien donc des valeurs aléatoires différentes à chaque fois que je clique sur mon bouton. Dans cette leçon, nous avons appris plusieurs choses. À propos de NetBeans, nous avons vu comment créer un projet. Dans ce projet, nous n'avons pas inclus de classe main puisque nous souhaitions créer une application avec une interface graphique et pour cela, nous avons ajouté au projet une classe JFrame. Ensuite, dans le panneau Design, nous avons vu comment ajouter des composants par glisser-déposer, modifier ces composants. Nous avons pu modifier la couleur, le texte des composants. Et nous avons également donné un nom aux composants dans le panneau Inspecteur de façon à ce qu'ils puissent être utilisés ensuite dans le programme Java. Nous avons vu comment ajouter un événement en cliquant droit sur le composant et en sélectionnant l'item Event, puis Action Performed. Dans la fenêtre source, nous avons ajouté des instructions dans la fonction associée à l'événement. Concernant Java, nous avons appris à déclarer une variable. Déclarer une variable, c'est déterminer un type, puis définir un nom de variable. Nous avons examiné des types de base, comme le type double, qui nous a permis d'utiliser des valeurs réelles de double précision, le type int, pour utiliser des valeurs entières. D'une manière générale, il existe d'autres types, le type byte, short, long ou float. Le type byte va nous permettre d'utiliser des variables entre -128 et 127. Le type short permet d'utiliser des valeurs un peu plus grandes, int encore un peu plus grandes, long, float et double est le type qui permet d'avoir des valeurs les plus grandes possibles, les plus précises. Nous avons vu le mécanisme du cast qui nous permet de convertir un nombre avec perte d'information. Par exemple, si je souhaite définir une valeur double en int, je vais mettre le terme int entre parenthèses entre les égales et la variable.